bienvenue sur le podcast DVD Classique. Aujourd'hui, je suis en présence d'un invité spécial, Julius M. Stein, qui est l'auteur d'un livre qui vient de paraître chez Marest Éditions, Apportez-moi la tête de John Huston. Et donc nous inaugurons un nouveau format avec ces interviews de personnalités du monde de l'écriture autour du cinéma, des spécialistes, experts. En tout cas aujourd'hui c'est donc un auteur qui est avec nous et qui va nous parler de cet ouvrage et du cinéaste John Huston. Bonjour Julius. Bonjour. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons donc parler de votre rapport à ce cinéaste et à l'écriture de ce livre assez atypique. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous dire quelques mots à votre sujet ? Alors, je m'appelle Julius, je suis enseignant en cinéma auprès principalement de terminales. Donc on accompagne autour de ce qu'on appelle leur film de bac. Et c'est aussi l'occasion de leur apprendre d'autres cinémas que ceux qui voient communément sur les écrans ou sur les plateformes, par exemple de les sensibiliser aussi aux avant-gardes, de leur montrer du mécasse, etc. Par ailleurs, j'écris, j'aime beaucoup le cinéma, donc je me force à écrire régulièrement sur des blogs, à chercher des formes un peu originales pour parler de cinéma. Très bien, et donc Huston est un des cinéastes qui vous tenait à cœur au point d'en faire le sujet de votre premier livre. Comment avez-vous eu l'idée, l'envie de vous lancer dans ce projet ? Alors c'est les éditions Marest cherchaient un Hustonien pour écrire un livre dans des délais assez courts sur John Huston, en parallèle d'une ressortie de 3 Huston qui va avoir lieu par Splendor, film. Donc ils ressortent Beat the Devil, Plus fort que le diable en français, African Queen et Moulin Rouge. Et donc j'ai été contacté comme ça parce que l'éditrice Séverine Danflous avait lu certains de mes articles de blog, elle avait trouvé qu'il y avait quelque chose peut-être d'intéressant, et donc ils m'ont imposé d'une certaine manière. Ils m'ont dit, si tu veux écrire sur Huston, c'est maintenant, mais par contre t'as 3 mois. Donc j'ai pris ça comme un pari et je me suis lancé dans cette aventure. D'accord, et c'est vrai qu'on sent dans le livre qu'il y a une forme d'urgence dans l'écriture. Vous avez par moment des adresses à l'éditeur. On va parler on va dire de l'aspect inédit de la forme, mais il y a ce premier élément, effectivement, on va dire presque la pression temporelle que vous semblez vous être fixé et qui à la fois donne une certaine énergie. C'est un livre qu'on lit assez vite. On sent l'envie de tout traiter en un minimum de pages et de temps. Et du coup, il y a ce format où on a on va dire 120-130 premières pages qui sont cette biographie assez détaillée, avec des allers-retours temporels par moment et thématiques. Et puis, ça s'arrête à la fin des années 50, au début des années 50. Et une dernière partie plus brève où vous balayez le reste de sa carrière. Comment vous avez choisi cette forme elle est venue avec le livre. J'ai vraiment voulu Pour moi, Huston est vraiment un cinéaste de l'aventure, et j'ai voulu, avec cette date limite très très courte, me lancer moi-même dans une aventure, quitte à la rater, c'est-à-dire à ne pas faire ce qui était prévu à l'origine, une biographie complète de Huston, qui aille jusqu'à The Dead, jusqu'à sa fin. Donc, d'une certaine manière, j'ai échoué. En échouant, j'ai été Hustonien, puisque la thématique de l'échec chez Huston est très plus que présente. Souvent, ces héros échouent, mais durant leur trajet, leur parcours, leur progression, ils apprennent quelque chose, ils gagnent quelque chose d'autre. Donc, je me suis mis en condition pour vivre une aventure hustonienne, et que ce livre en soit une, d'une certaine manière. Et du coup, dans le livre, vous avez aussi introduit des petits effets de fiction avec ces dialogues que vous avez vous-même en tant qu'auteur avec le personnage de Huston, que vous faites parler dans le livre. Comment vous est venue cette idée, cette envie ? Je fonctionne beaucoup à l'instinct. Très vite, le titre m'est venu, Apportez-moi la tête de John Huston. Ça me faisait rire. Bon, c'est évidemment un clin d'œil à un film de Peckinpah, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia.
Donc j'ai choisi ce titre et puis j'ai commencé à y réfléchir. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Apportez-moi la tête de John Huston. Évidemment, c'est une référence à la chasse. Huston était un grand chasseur. Il échouait d'ailleurs dans ses chasses. Il échoue durant le tournage d'African Queen. Ce qui le préoccupe vraiment, c'est d'aller tuer un éléphant. Ce qui manque à faire. Et cet échec houstonien qui a vécu donc durant le tournage va donner lieu à un livre de Peter Viertel qui était présent sur le tournage, qui écrit donc Chasseur noir, cœur blanc. Ce livre devient un film de Clint Eastwood qui est un des plus beaux hommages à mes yeux jamais fait à Houston. Euh, donc voilà, qu'est-ce que c'est que apportez-moi la tête de John Huston. Déjà, c'est le thème de la chasse. C'est aussi le thème de la décapitation. Et évidemment, dès qu'on réfléchit décapitation, on commence à voir de vraies décapitations dans les films de Huston. Une tête de momie, par exemple, qu'on voit dans Le Malin. Au début de Moby Dick, j'ai oublié son nom, mais il y a ce chasseur qui est un étêteur aussi. Donc voilà, c'est partir à l'instant sur je choisis ce titre et puis justifier en fait l'emploi de ce titre par la suite. Et je crois avoir, avec ce prisme de chasseur, je pense qu'il m'a permis de cerner des choses de Huston que j'aurais pas forcément vues sous cet angle. Oui, effectivement, c'est-à-dire que ce n'est pas une biographie complète, loin de là. Ce n'est pas non plus un livre un pur essai de réflexion analytique. On est un peu à cheval entre les deux, où vous êtes dans la majorité du livre dans un récit biographique avec beaucoup d'incartades sur ou bien d'autres anecdotes issues de sa carrière postérieure, ou bien les vies de personnages qu'il croise, ou bien par moments des instants de réflexion sur l'aspect esthétique ou thématique de son œuvre. Et j'ai quand même le sentiment que malgré cette profusion de styles, ça se dégage effectivement une compréhension, un portrait de Huston un peu de biais, mais qui est assez complet et qui donne en tout cas envie de... on n'apprend pas tout à son sujet, mais ça ouvre des portes et de l'envie de continuer à le découvrir. Voilà, c'était aussi une de mes envies. Il y a une phrase, il y a un très 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 bon livre de Robert Benayoun, grand critique de positif sur Huston, qui commence par une phrase que j'adore, qui est « On n'en aura jamais fini avec l'œuvre de Huston ». Donc c'était aussi... un des thèmes du livre pour moi, ne pas vouloir enfermer Huston dans un livre, laisser aux autres la possibilité de s'emparer de John Huston, de faire leur Huston à eux. Ce qui est quand même fabuleux, c'est que c'est un héros de roman, Huston. Il a une vie tellement riche, tellement légendaire, qu'il va, outre Viertel, il va influencer d'autres romanciers. Je pense évidemment à Ray Bradbury, qui a écrit un livre qui s'appelle La baleine de Dublin, ou qu'un livre, Bradbury était scénariste de Moby Dick. Il romance énormément ses rencontres avec Huston en Irlande. Il en fait une espèce de personnage monstrueux. Ce qui amusait beaucoup Huston, d'ailleurs, dans Le Chasseur blanc, cœur noir de Viertel, ce n'est pas le vrai Huston que Viertel a dépeint. C'est un Huston plus monstrueux qu'il n'était. Donc, voilà, pour moi, Huston est aussi un héros qui va donner lieu à beaucoup de fiction, à des œuvres de fiction. Je voulais traiter cet aspect-là. Et vous avez évoqué à 2 reprises la thématique de l'échec présente chez Huston, et effectivement il y a un passage du livre qui s'y consacre. Et à travers mes propres recherches sur le personnage, il y a effectivement des auteurs qui ont défendu cette thèse, d'autres qui la contredisent. Huston lui-même semble par moments l'avoir rejeté, peut-être par, on va dire, fierté, indépendance. Et j'ai notamment vu le critique Christian Viviani évoquer plutôt le thème de la lutte le concernant. Est-ce que vous avez du coup une position sur cette question ? Le thème de la lutte est aussi valable que le thème de l'échec pour analyser Huston. C'est un type tellement fascinant et tellement riche, quand on creuse sa vie, il faudrait pas, il serait stupide de se limiter à la grille de lecture, la thématique de l'échec chez Huston. Moi, je me suis amusé aussi à rappeler que l'un de ses rêves, c'était d'être peintre, et que donc il fallait prêter une immense attention à la couleur chez Huston. Moulin Rouge, par exemple, quand on regarde
dans le détail Moulin Rouge, tous les plans et toutes les lumières qu'il a fait pour Moulin Rouge, c'est une espèce de chef-d'œuvre. Il y a Reflet dans un œil d'or, où il va la fameuse vraiment version dorée, il détestait la version Technicolor, la fameuse version dorée de Reflet dans un œil d'or, qui est une expérience visuelle, chromatique, hein, qui correspond tout à fait au désir que Huston avait d'être peintre quand il était enfant, enfin adolescent. Oui, ça c'est un aspect effectivement important d'un cinéaste qui a souvent été vu comme n'étant pas un grand formaliste ou un esthète, et pourtant plusieurs de ses films témoignent de l'inverse, mais parce que aussi c'est un cinéaste qui n'a pas accordé la même attention à tous ses films. Certains, il les traitait avec un peu moins avec un peu moins d'égard que d'autres. Oui. Wells d'ailleurs le critiquait un petit peu pour ça. Enfin, Wells, qui lui n'arrivait plus à tourner un film, contrairement à Huston qui a quand même une carrière très très longue, ce qui est pas si fréquent que ça à Hollywood. Huston, oui, il y a certains films, il savait qu'ils allaient être mauvais. Il les faisait parce que il avait des contrats, il savait qu'il fallait parfois en passer par des mauvais films pour pouvoir réaliser des œuvres qui l'intéressaient beaucoup plus. De certaine manière, les frères Cohen, parfois on dit qu'ils font un film pour les studios et un film pour eux. Houston était prêt à faire des films assez mauvais tant que ça le permettait à un moment ou à un autre de réaliser une œuvre qui l'intéressait vraiment. Alors on va écouter un peu de musique, un morceau tiré d'un de ses premiers films, vous allez me dire si vous la reconnaissez. Alors c'est un morceau tiré du Trésor de la Sierra Madre, pas pas forcément le thème principal, mais un petit motif qui revient régulièrement, et là en l'occurrence c'était le morceau qui s'appelle Whirlwind, qui est une tempête de sable. Mais le Trésor, oui, c'est... Houston, il commence avec le Faucon Maltais, il tape très très fort. Mais le Trésor de la Sierra Madre, c'est l'occasion pour lui de faire vraiment tourner son père dans un vrai rôle. On aperçoit déjà son père dans This Is Our Life ou le Faucon, dans des tout petits rôles. Mais il donne un vrai rôle à Walter, Houston. C'est aussi une des particularités de Houston, c'est aussi un de ses premiers tournages à l'étranger, c'est un tournage au Mexique. Houston va un peu se spécialiser là-dedans, parce qu'il va aussi tourner au Japon pour le John Wayne, la Barbare et le Geisha, le Barbare et la Geisha, pardon. Il va tourner en Afrique pour African Queen, à une époque où c'est très très dur de faire sortir les films des studios. Et ce que je voulais, disons que la raison pour laquelle je voulais revenir un peu sur son début de carrière, c'est aussi que c'est donc le focus de la partie biographique de votre livre, et c'est un peu cette époque où justement il est le plus entre des films personnels et des films de commande. Si on reprend le début de sa filmographie, effectivement il commence par le Faucon Maltais, et vous le dites très bien dans votre livre que c'est un désir qu'il avait d'adapter un auteur on va dire de grand niveau, et qu'on lui a, je ne sais plus qui le recommandait, vous le dites dans le livre. Alors oui, alors il y a comme d'habitude, il y a plusieurs versions. Howard Hawks dit que c'est lui qui a donné l'idée à Houston d'adapter le Faucon. Houston lui dit mais ça a déjà été fait. Effectivement, il y a déjà 2 adaptations du Faucon Maltais quand Houston tourne la sienne. Et Hawks lui répond non, ça n'a jamais été fait. Tout ce que tu as à faire, c'est tu prends le livre et tu le mets à l'écran. Tu ne touches à rien. Et c'est vrai que le style de Hammett, très 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 cut, très 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 taillé, on le retrouve vraiment dans le film de Houston. Donc voilà, Oui, il y a une fidélité au texte, c'est ce que vous dites, et ce que lui-même Houston dit, si on lit certaines interviews, qu'il s'est efforcé d'adapter au mot près la plupart des dialogues du film. Et du coup, à cette période, après ce premier coup d'éclat, on a des films qui sont effectivement des commandes, mais je crois que certains d'entre eux, vous les appréciez. Du coup, il y a le deuxième, qui sont des films assez difficiles à voir, L'amour n'est pas en jeu, le suivant, Griffe jaune.
Et un peu plus tard, donc on va avoir, après la Seconde Guerre mondiale, La Trésor de la Sierra Madre, qui est l'Argo, et puis ensuite d'autres films un peu moins connus comme Les Insurgés ou plus tard La Charge Victorieuse, moins connus parce qu'aussi moins vus, moins distribués. Dans ces films-là, est-ce que vous pouvez encore reconnaître sa patte si on prend par exemple L'amour n'est pas en jeu ou Griffes jaunes? Alors oui, bien sûr. Alors Griffes jaunes, pour moi, c'est une espèce de film entre Le Faucon et Plus fort que le diable. On retrouve un peu l'humour et la noirceur et le casting, hein. Il y a Bogart dans les trois films. Mais Griffes jaunes, bon, est un film un petit peu raté. Enfin, Huston lui-même est appelé, il quitte le tournage alors que le film n'est pas terminé. Il laisse Bogart dans une situation inextricable où Bogart est entouré par une centaine d'ennemis, attachés, ligotés sur une chaise. Enfin bon, Huston le laisse dans cette situation impossible et charge à celui qui va reprendre le tournage de tirer Bogart de là, ce qui est évidemment impossible, donc ils sont obligés de retourner toute la fin. Enfin bon, c'est en partie pas un film c'est en tout cas pas un film qui a été terminé par Huston. Par contre, In This Our Life, qui est un travail de commande dans la Warner pour féliciter... Donc In This Our Life, c'est le titre anglais de L'amour n'est pas en jeu. L'amour n'est pas en jeu. Pour récompenser en fait Huston de la surprise qu'est le Faucon. La Warner croyait pas du tout au Faucon maltais. Enfin, on pensait que ça allait être un petit film. C'est un film qui marche très très bien, qui propulse vraiment définitivement Bogart au statut de vedette. Hein. Oui, jusque-là, c'était un acteur de second rôle. Voilà, il y a High Sierra, La Grande Évasion, qui est tourné peu avant, et dont Huston est que scénariste, qui commence à faire découvrir vraiment Bogart, mais le Faucon a fait lui une immense vedette. Donc, pardon, j'ai un peu perdu le fil. Non, sur ce que vous pouvez apprécier dans donc In This Our Life, donc ce film de 1942 qui est peu, voilà, peu connu. C'est un film. Déjà, il y a un jeune héros afro-américain. Huston le dit, hein, c'est la première fois qu'on voit un afro-américain. En tout cas, l'une des premières fois qui soit ni un esclave, ni un serviteur, etc. C'est un jeune héros noir qui va subir Betty Davis qui a un accident de voiture dans le film et qui essaie de lui faire porter le chapeau. Et il y a une très très belle scène dans le film où ce jeune homme donc se retrouve enfermé en prison. Et Olivia de Havilland vient le voir et dit qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, et il répond rien. On ne pourra rien faire pour m'aider, c'est une injustice, mais in this world, le monde-là, tel qu'il est, rien ne pourra me sauver. C'est l'antiracisme de Huston qui s'exprime là, à mes yeux. Je trouve cette scène magnifique, assez courageuse. Huston est vraiment un type qui déteste le racisme, qui déteste la lâcheté, qui déteste, il va être très très important dans les mouvements contre ce qui n'est pas encore le macartisme, mais contre les débuts du macartisme qui commencent en 47. Anticommuniste, voilà, avec les 10 d'Hollywood, il va créer le comité pour le premier amendement pour défendre la liberté de conscience, la liberté politique de tous les citoyens états-uniens. Huston d'un point de vue politique, va être quelqu'un qui va lutter vraiment et qui va le payer très cher parce qu'Hollywood va lui faire payer son engagement contre la chasse aux sorcières. Oui, c'est vrai que c'est une phase, celle des années 50, où son engagement politique s'exprime par notamment le fait qu'il s'exile un peu tout seul. Il va partir, vous le dites bien dans le livre, il part au début des années 50 en réaction à ce mouvement, à moitié par envie et à moitié parce qu'il n'a plus spécialement envie de retourner aux États-Unis durant cette période où les artistes sont maltraités et peu libres de s'exprimer. Et pour autant, dans sa carrière, il va faire, on va dire, dans beaucoup de ses films, il va mettre en scène des personnages dont les tempéraments politiques, les idéaux, s'ils en ont, sont souvent loin d'être ceux dont Huston peut peut-être se prévaloir individuellement. Oui. Des esprits forts, individualistes, parfois violents, caractériels. Comment est-ce que vous identifiez est-ce que ces films traduisent sa pensée politique ou qu'est-ce qu'on peut y lire? Si je prends un film, des films un peu plus tard dans sa carrière, comme il y a Le Juge et hors la loi qui est écrit par John Milius,
Mobius ou le fameux L'homme qui voulut être roi avec ses personnages colonialistes. Ouais. Comment vous identifiez ces personnages un peu caractériels et indépendants? Déjà, oui, Houston est purement libertaire. Purement libertaire. Il n'est pas. Il pourrait dire un peu comme Clint Eastwood qu'il est contre le politiquement correct. C'est Clint Eastwood qui dit figure. On voit régulièrement ça dans ses films. Il déteste le politiquement correct. Les héros de L'homme qui voulut être roi, donc qui sont campés par Sean Connery et Michael Caine, c'est deux soldats à moitié voyous qui ne croient en rien sinon en eux, quoi, et qui décident de conquérir, enfin qui sont donc en Inde, ça doit être vers la fin du 19e, vers 1870, quelque chose comme ça, et qui décident que leur service pour la royauté ne les a pas assez rémunérés, qui décident de devenir roi, d'aller conquérir le Kafiristan, et de devenir des espèces de dieux là-bas. Moi, j'y vois énormément l'humour de Huston. Hein. C'est une nouvelle de Kipling à l'origine, mais l'humour de Huston qui est aussi très critique envers les religions. Ces deux héros, une scène très très belle où il manque à mourir dans une avalanche. Ils sont à l'article de la mort et puis ils se disent bon, on va mourir, mais qu'est-ce qu'on a bien rigolé, qu'est-ce qu'on a bien vécu, je changerai rien de ce qu'on a fait. Et ils rigolent, ce qui provoque une avalanche qui finalement les sauve, puisqu'elle crée un pont de glace qui les permet de continuer leur route. Sur Juge et hors la loi, oui, c'est comme vous le dites, c'est un scénario de Milius. Milius va détester Huston, qui transforme le scénario en autre chose. C'est un film très très anarchiste. C'est un film qui est tourné en 71 au Old Tucson Studio, quelque chose comme ça. L'année où la même année et en même temps, Eastwood est en train de tourner Joe Kidd au même endroit. Et il parle d'ailleurs avec Paul Newman. Il ne parle pas avec Huston. J'ai cherché, j'ai écrit à Clint Eastwood, il ne m'a pas répondu. Mais j'ai trouvé dans un entretien avec Michel Simon positif, qu'il n'avait jamais parlé avec Huston à ce moment-là. Mais ce qui est très très drôle, c'est que la fin de Juge et hors la loi, donc c'est Newman incendie la ville, crée une espèce de chaos. C'est la fin de High Plains Drifters, l'homme des hautes plaines, que Eastwood tourne 2 ans plus tard, où il brûle tout un village. Donc le fantasme anarchiste des deux hommes me semble assez drôle. Évidemment, je rappelle encore que Eastwood a quand même interprété John Huston à l'écran dans Chasseur blanc, cœur noir. Tout à fait. Mais c'est vrai que souvent il a des personnages qui, dans leur justement, si on prend les protagonistes de L'homme qui voulait être roi ou les personnages d'Akab, de Moby Dick, des personnages qui vont vers l'échec et qui peuvent porter des idéaux, des philosophies politiques qui sont que peut partager Huston dans l'esprit libertaire ou l'esprit de révolte, mais pas forcément dans la manière de l'appliquer, parce qu'effectivement, on imagine mal Huston être lui-même un colonialiste forcené comme ses protagonistes, mais en les menant vers la catastrophe, on va dire qu'il condamne c'est sa manière alors aussi en leur faisant traverser des péripéties et en leur faisant adopter des comportements absurdes, c'est sa manière d'indiquer où se situe la ligne entre un comportement à suivre et un état d'esprit, comme vous dites, l'état d'esprit du rire et de l'esprit d'aventure qui lui ressemble. Oui, bien sûr. Et puis il les aime, c'est deux sales types, hein, c'est les deux héros. Mais on sent qu'il les aime, on sent qu'il les a apprivoisés, qu'il s'en amuse. Et bon, il y a aussi évidemment dans ce film l'idée de Dieu, hein, l'idée de Dieu qui est aussi dans Moby Dick, évidemment. Hein, la baleine de Moby Dick, c'est Dieu. Akab est un révolté. Le capitaine Akab était quelqu'un qui a décidé de tuer Dieu. Tuer la baleine, c'est Dieu. C'est tuer Dieu. De même que Huston, quand il veut tuer un éléphant sur le tournage d'African Queen, il veut aussi tuer Dieu. Il dit tuer un éléphant, ça c'est dans le film d'Eastwood, c'est un péché. C'est pour ça que je veux le faire. Je veux pécher. Hein, c'est le péché ultime. Hein, ces grandes figures qui sont la baleine ou l'éléphant, qui sont des figures d'animaux monstrueux, mythiques presque. Puisqu'on est sur le sujet de Dieu, on va parler d'un autre film auquel vous accordez une attention particulière dans le livre. Et on va commencer par écouter un bout de sa bande originale.
c'est donc la musique d'Alex North pour Wise Blood. Alex North qui collabore avec Huston sur la fin de sa carrière. Oui. Et donc c'est un film qui je crois, est cher à votre cœur. Dans le livre, vous dites que c'est fait partie de ceux que vous avez découverts dans votre jeunesse, et donc le premier de Huston que vous avez vu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette découverte du film ? Oui, bah, chez moi, c'était assez religieux chez moi. Et quand j'ai découvert ce film, je n'en revenais pas qu'on puisse traiter l'idée de Dieu avec autant d'irrévérence, autant d'humour et autant de violence. C'est un film très très étonnant sur un jeune, parce que c'est un pasteur, un révérend, enfin un jeune homme qui revient de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qui a à peu près tout perdu et qui décide de fonder sa propre église. Je sais plus le terme exact, c'est déjà dans le roman de Flannery O'Connor, c'est l'église du Christ crucifié sans la croix ou quelque chose comme ça. Ça devient le portrait d'une petite ville du sud des États-Unis, où on croise des êtres très très étranges. On croise un autre pasteur qui a une fille assez jolie qui va plaire au héros, qui prétend être aveugle, qui ne l'est pas. Le jeune homme a des souvenirs de son père qui lui-même avait fondé sa propre église et qui est interprété par John Huston. John Huston s'en amuse même dès le générique. Il inverse les lettres de son nom dans le générique. C'est J-O-N-H, je crois. Enfin, il fait une coquille volontaire dans le générique du film. C'est un film, voilà, qui expose tellement la facticité des églises, et le fait que ce sont des créations commerciales, presque aux États-Unis, que c'est un moyen de vivre, de créer son église. J'en revenais pas quand j'ai vu ça jeune, qu'on puisse faire un film comme ça, aussi libre, sur cette chose qui était encore sacrée un peu pour moi. Et le fait que le film n'est pas celui de Huston qui est le plus facile on va dire, à suivre. C'est un film qui est plutôt dans le courant tardif de sa carrière, où il fait des films indépendants. Là, il adapte un roman qui est plutôt difficile, avec un sujet qui est peu porteur. D'ailleurs, le film est une production très modeste. Oui, Huston, sans star, c'est ça. sans Il y a action. Brad Dourif qui est un acteur qu'on va avoir un petit peu à droite à gauche, mais oui, il n'y a pas d'action. Huston est prêt à tout pour faire ce film. Évidemment, il n'a pas de caravane, il dort sur le gazon le soir. Il s'en fout d'être payé. Enfin, il s'en fout il tient vraiment beaucoup à ce film. Ça qui est très très beau, c'est chez ce cinéaste. C'est un cinéaste très littéraire. C'est un fou il découvre la littérature vraiment avec Joyce, qui a une importance. Avant Joyce, il lit déjà beaucoup. C'est le cinéaste c'est le seul cinéaste qui ait pu faire le miracle d'adapter Joyce, avec son dernier film, The Dead, les légendes du Dublin. Mais il adapte Rudyard Kipling. Il essaie de travailler avec Sartre sur le scénario de Freud, mais ça marche pas trop. Carson McCullers, Dashiell Hammett, évidemment Herman Melville. Je vous fais pas toute la liste, mais qu'est-ce qui vous marque autant dans sa position, dans son discours sur la religion? C'est parce que le personnage principal, du coup, qui veut créer cette église étrange, une église qui est sans Christ, où on se débarrasse de ses entrepôts. Le personnage appelle à justement se défaire de tous les enseignements de la religion chrétienne. Et autour de lui, il est entouré de personnages qui, eux, essayent. On va dire que l'église qui prêche, c'est une église de se défaire des mensonges, se défaire des illusions. C'est le seul innocent, c'est le seul pur dans un monde de voleurs. Et pour autant, c'est un pur qui est difficile à suivre, et il prêche rien de positif. Il fait que annoncer les choses à ne pas suivre, mais rien à faire. C'est un protestant radical. Ça serait un extrême protestant. Je sais pas comment dire. Effectivement, il refuse tout. Il va même devenir un martyr. Il va lui, autant il y a un prêtre qui prétend s'être brûlé les yeux. Lui va aller vraiment au martyr. Au bout d'un moment, il porte
des barbelés autour du corps. C'est un film très très dur, mais les gens disent déceptif ou enfin, c'est un film très déconcertant et très assez dur à voir. Mais vous êtes resté malgré tout fasciné, vous, par ce personnage, par son Oui, parcours? je pense qu'il fascine. C'est un vrai mystique. Et je pense que Houston est d'une certaine manière un mystique inversé. C'est-à-dire il ne croit pas du tout en Dieu. Il dit, lui, quand il adapte la Bible, il dit, moi, c'est le livre que j'ai. Je trouve que le livre est vachement bien, mais bon. D'une certaine manière, par mystique inversé, il va avoir une forme de spiritualité. Par exemple, dans la chasse à l'éléphant, je pense il pratique ça comme un mystique. Dans tout ce qui peut le fasciner, les matchs de boxe, la tauromachie, évidemment, la tauromachie va le fasciner. Il a même un projet avec José Ferrer de faire d'adapter un livre de tauromachie un peu après Moulin Rouge, mais ça se fait pas. La violence, l'homme, les animaux le fascinent. Bref, des choses anciennes, des choses. Voilà, c'est difficile de définir mystique inversé, mais il a foi en quelque chose qui n'est pas de l'ordre du divin, mais sa foi est presque parfois à mes yeux de l'ordre de la passion. Voilà. Oui, en tout cas, il y a une lutte pour l'indépendance d'esprit et ce personnage de Wise Blood, on va dire que son combat principal, c'est peut-être de montrer qu'il ne se laisse pas dominer par une pensée, Mmh. par une religion. C'est un pur, c'est un mystique, c'est un individualiste d'une certaine manière. Il ne se laisse faire par personne. Et alors, il est en même temps libre et en même temps complètement emprisonné dans sa quête. C'est ça qui fascine Houston, ce côté très paradoxal, le côté très paradoxal de ce héros. Euh, Et ce qu'il y a de commun peut-être, enfin, un des éléments compliqués avec la personnalité de Houston, c'est que c'est quelqu'un qui lui-même a été assez peu proche de sa famille pendant mm, le début de, on va dire, sa vie de parent. mm, Il s'est rapproché de ses enfants quand ils étaient adultes et en mesure de travailler avec lui. C'est un peu là une des difficultés. Enfin, s'il y a peut-être d'extrême aussi dans sa personnalité, et dans sa combativité individualiste, c'est sa manière d'avoir mis de côté ceux qu'il ne considérait pas comme nécessaire à sa vie. Et puis il y a mm. son rapport aux femmes aussi, vous en parlez Oui, bien des oui. différentes femmes Alors, qui il passent. fait tourner Angelica Houston relativement jeune, elle a 17 ans, je crois, dans Promenade avec l'amour et la mort. Euh, D'ailleurs, il la dévoile, il la met nue à l'écran. C'est un film très très étrange aussi. Mais oui, non, j'aime beaucoup ce qu'il dit à la fin de ses mémoires, hein, sur le fait il n'a pas dit tout le mal qu'il avait fait, ni tout le bien qu'il avait pu faire, et que parfois il lui arrivait de confondre ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Ça me rappelle un peu ce que Sergio Leone dit sur la morale léonienne. Leone, quand il était enfant, il avait entendu l'histoire d'un prêtre, il y avait une chanson sur un prêtre là où il vivait, qui disait c'était un très très bon, c'était un très bon prêtre, il avait très bien fait le mal et très mal fait le bien. Donc, ça me renvoie un petit peu à la morale houstonienne, qui est pas une morale facile hein, dans ces films, qui est une morale tordue, j'ai envie de dire, c'est pas le mot idéal, avec des renversements de valeurs. Oui, c'est un auteur qui souvent semble échapper à une compréhension, on va dire, évidente et à une lecture morale, Oui, il évidemment. a une lecture morale et voilà ce qui lui a aussi beaucoup nuit, il disait lui-même que les critiques de cinéma n'avaient jamais pu trouver unifying theme, un, un thème récurrent ou un thème qui unifie toute son œuvre. Son rejet par une certaine partie de la critique vient aussi qui faisait qu'adapter des livres, donc on pensait qu'il n'était pas vraiment un auteur au sens de la politique des auteurs, par exemple.
Bon, ce truc dont on parle beaucoup, hein, mais, si on regarde Truffaut par la suite, enfin Truffaut était radical là-dessus, mais il n'a fait qu'adapter à partir d'un moment. Enfin, il a beaucoup adapté lui aussi, donc Et c'est peut-être l'occasion de parler un petit peu de la phase où il était justement auteur et pas réalisateur de ses propres films, et où dans certains cas il adaptait des romans, dans certaines fois c'était ses idées originales. Et c'est une phase qui est celle qu'on connaît le moins de la carrière de Huston, et que auquel vous donnez une grande place, puisque votre livre raconte beaucoup de sa jeunesse et de ses époques d'écriture. Comment vous avez fait ce travail sur son parcours de scénariste? Est-ce que vous avez vu les films dont il était le scénariste? Oui, on voit fréquemment des traits houstoniens. Alors, parfois c'est un peu dur de savoir exactement ce qu'il a fait. Il y a certains films où il n'est pas crédité parce qu'il était sous contrat là. C'est un scénariste Warner. En théorie, il pouvait travailler que pour la Warner, mais bon, il a quand même coécrit le scénario des Tueurs, ce qui fait qu'il a aussi adapté Hemingway. Hein. Il aurait dû aussi adapter. Selznick l'avait embauché pour adapter L'Adieu aux armes, je crois. Mais ça s'est pas fait. En tout cas, il va commencer la préparation. Oui, il va très très loin, et puis il y a un différent artistique majeur, et puis Selznick était, quand Selznick voulait faire un film, c'était un film de Selznick. Enfin, on connaît l'histoire de Rebecca et la manière dont ça s'est passé avec Hitchcock. Bon, donc au bout d'un moment, je sais plus qui a repris le tournage, mais j'ai un trou de mémoire. C'est pas Milestone. C'est Charles Vidor. C'est Vidor, ok, c'est Charles Vidor, oui. Et donc oui, dans son parcours de scénariste, parce que ça, L'Adieu aux armes, c'est déjà un peu plus tard. Il y a beaucoup de films qui sont moins, certains qui sont connus, d'autres moins. On a parmi les premiers films de William Wyler, on a Law & Order de Edward L. Kahn, qui est une des premières versions du règlement de compte à OK Corral, et c'est tiré de Burnett. Et est-ce que du coup, dans cette première partie de carrière, est-ce qu'on peut déjà identifier quelque chose de l'esprit houstonien dans ces films-là, ou en tout cas, est-ce que il y en a que vous retenez et qui vous tiennent à cœur, notamment pour son apport? Moi, sur son œuvre de scénariste, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Moi, j'ai envie de croire que c'est lui qui a écrit la fin de High Sierra de Walsh. Enfin, j'en rêve, parce que la fin, what does it mean when a man crashes out? It means he's free. Je me suis vraiment pris la tête pour traduire crashes out, ce qui est intraduisible. Au début, on pourrait traduire facilement c'est la fin, pardon. Bogart est tombé et meurt à la fin du film. Il dégringole un flanc de colline. Et crashes out, c'est au-delà de s'écraser, c'est s'imploser, s'exploser. Enfin, j'ai envie de croire que ces lignes de dialogue et les plans qui suivent sur le visage d'Ada Lupino, qui eux sont de Walsh. Enfin, j'ai envie de croire que Huston est là, sur la liberté, sur la mort, la liberté. Et après, c'est vrai qu'il a beaucoup coécrit, donc c'est pas forcément évident toujours d'identifier son style personnel. Dans l'interview qu'il donne à Tavernier, qui est réimprimé dans Amis américains, il parle notamment de Sergent York. Oui, il y a York. Où aussi. Il avait rencontré le soldat dont il est adapté, qui lui aussi était un personnage un peu haut en couleur, et où le film prêtait le flanc à des interprétations militaristes, alors que selon Huston, c'était pas la nature propre du film. Non, il va se plaindre, notamment, où parfois, c'est une époque, dans les scénarios où les rois, malheureusement souvent c'est les stars. Sur Juarez, par exemple, c'est qui est un film de William Dittien. C'est Paul Muni fait en 40, pardon. Ouais. C'est juste pour resituer en 39. 39, c'est avant le Faucon, forcément. Paul Muni fait réécrire le scénario, et Huston se plaint que son film a été démoli, quoi. Donc c'est toujours difficile, surtout qu'il a un co-scénariste qui est le fils de Max Reinhardt, je crois. Je vais pas dire de bêtises, je dis peut-être une bêtise. Il y a Wolfgang Reinhardt, Wolfgang Reinhardt, voilà. Eux deux, alors c'est une collaboration plutôt riche, parce qu'ils ont des visions du monde assez différentes. Mais bon,
qu'est-ce qui reste au final du travail? C'est difficile de le dire. Mais il faut comprendre que Huston, à l'époque, est vraiment un des scénaristes les plus en vue, les plus recherchés d'Hollywood, et il est l'un des premiers à passer derrière la caméra avec Wilder, Billy Wilder, à peu près à la même époque. On aime bien garder les scénaristes au département scénario, c'est là qu'ils rapportent de l'argent, mais bon. Oui, en tout cas, quoi qu'il arrive, la carrière de scénariste lui servira par la suite, puisque donc tous ses films, il y apporte sa patte, comme vous l'avez dit. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles Juge et hors-la-loi il l'a si mal traité, c'est qu'il voulait se défaire d'un scénariste lui-même star. John Milius était peut-être un John Huston des années 70. Milius, Milius sur Dirty Harry... Il arrive, il apporte, je crois qu'il apporte juste la phrase, c'est un Magnum, ceci est un Magnum 357, machin. Il arrive ça change un film, ça change. Milius, c'est aussi évidemment le long dialogue, le long monologue des Dents de la Mer, mais ce qu'il apporte à un film change et amplifie le film. Enfin, Milius, c'est un type qui je trouve très très drôle, très. J'ai d'abord rencontré grâce au frère Cohen, parce que John Milius, c'est le type qui inspire le personnage de Walter dans The Big Lebowski, ce type qui est furieux de pas avoir fait le Vietnam, mais qui est obsédé par le fait qu'il aurait dû le faire le Vietnam, qu'il l'a pas fait. C'est vraiment Milius. Ce mec assez génial, qui donc oui, il supporte pas que Huston réécrive son scénario. Il commence à la fin des années 60 à écrire, et puis donc le jeu hors-la-loi, c'est 71, vous l'avez dit. Voilà. Et après, son premier film Big Wednesday, c'est en 78, c'est un peu plus tard. Avant, il y a Apocalypse Now. J'ai pas réussi à finir Big Wednesday. C'est vrai. Je sais pas, ces histoires de surf, ça m'ennuie un peu. C'est pas mon truc. Vous préférez quand il surfe avec l'odeur du Vietnam, du napalm. Voilà. Oui, c'est lui qui trouve le titre d'Apocalypse Now, d'ailleurs. Il s'amuse à renverser le logo hippie, c'est pas un logo, enfin voilà, le symbole hippie, transformé en aile de bombardier. Et puis, il y a un docu sur Milius qui est assez génial. Que je recommande. Je sais pas s'il est sorti en DVD. Ça serait bien si c'est pas le cas qu'il sorte, parce que c'est un docu assez fabuleux sur ce type à moitié fou, hein, qui est quand même capable de dire que dans le barbare, c'est sa version Nietzsche. C'est vrai que ça, c'est quand même excellent. Oui, Nietzsche, que d'ailleurs, peut-être que dans Wise Blood, c'est une figure nietzschéenne que je fais des ponts pour revenir à Houston. Est-ce que le pasteur fou de Wise Blood n'est pas une espèce d'incarnation du nihiliste, la critique du nihiliste que fait Nietzsche? Peut-être. Oui, j'ai pas pensé, alors que j'ai parlé de Nietzsche à un autre moment, quand je parle de Beethoven, l'auteur mystérieux du trésor de la Sierra Madre. Mais oui, on pourrait, voilà, Brad Dourif dans Le Malin pourrait être d'une certaine manière un nihiliste actif. Pas le nihiliste, pour en revenir au Big Lebowski, il y a la fille de Lebowski qui est dans la piscine bourrée avec un verre, machin, en train de dormir, et il y a un des personnages qui fait « Oh, c'est qui elle ?» Ou une nihiliste. Voilà, pas la nihiliste passive qui a renoncé à tout, la nihiliste active qui veut avoir une empreinte sur le monde, qui veut agir, qui est révolté, qui est prêt à gravir la montagne. Et donc, cette deuxième partie de carrière de Huston, j'ai l'impression que elle a quand même voulu porter une attention particulière. Je vais mettre un dernier morceau de musique que vous évoquez dans votre livre et que je pense que vous allez reconnaître. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Et donc c'est la voix de Chris Christopherson qui chante sur la BO de Fat City. Donc vous faites un petit encart à un moment sur le début du film qui vous a particulièrement marqué, que vous revoyez pour lui-même. Oui. Et j'aimerais parler donc à cette occasion de la deuxième partie de carrière de Huston. On a déjà parlé de plusieurs des films, mais est-ce que vous sentez-vous plus proche de cette deuxième partie de carrière, que ce soit donc les films comme Le Malin ou Fat City qui reviennent, ou les autres que nous avons évoqués,
que la première partie ou comment vous Oui, viviez cette... pour moi, il va vers un cinéma que j'appelle plus jeune, qui est plus libre, plus... Enfin, il fait exactement, quand il fait Fat City, ou Le Malin, ou ou les Légendes du Blin, il fait exactement ce qu'il veut. Il fait des films très atypiques, qui ressemblent à rien. Il y a une anecdote assez drôle, je sais pas si je la rappelle dans le livre, mais euh, John Huston en Irlande était très ami avec un autre John Boorman, puisque Huston a vécu longtemps en Irlande, hein, où Boorman vit. Et un jour, ils vont au cinéma à Dublin, John Huston, John Boorman et Mohamed Ali. Et Huston veut leur montrer son Fat City. Et ils sortent du film, et Huston est très impatient de savoir ce que Mohamed Ali pensait de son film. Et Mohamed Ali dit n'importe quoi, c'est pas du tout ça la boxe. et, et d'après Boorman, c'est Boorman qui raconte ça dans ses mémoires, Huston est complètement presque en larmes ou quoi. Mais c'est exactement la boxe c'est pas la boxe flamboyante de Cassius Clay, Mohamed Ali, ça c'est certain. C'est la boxe telle que Huston l'a connue, dans la boxe des petits boxeurs miteux. Lui-même a été plus ou moins champion de boxe en Californie. À un moment, il a pensé à être boxeur pro. Enfin, il va beaucoup boxer dans sa jeunesse, qui va l'aider des années plus tard, lorsqu'il va devoir boxer avec Errol Flynn, qui a plus ou moins insulté Olivia de Havilland lors d'une soirée chez Selznick, ou je crois, Selznick peut-être. Bref, Fat City, oui, je sais pas, le portrait de cette petite ville, de Stacy Keach, donc c'est Stacy Keach et Bridges. Stacy Keach, ce boxeur miteux, qui aurait pu réussir, qui a jamais réussi, qui vit dans sa petite chambre, crasse-pouille. Tous ces plans sur les figurants, c'est un truc avec l'âge, je regarde de plus en plus les visages des actrices. Je suis de plus en plus fasciné par les gros plans sur les actrices, les acteurs. C'est un truc, je sais pas, qui est venu récemment, et par les figurants. Parfois, je m'attache à un figurant et je revois une scène juste pour regarder ce figurant et me dire tiens, c'est qui, c'est marrant cette expression qu'il a, ce truc avec ce geste qu'il fait. Euh, ouais, voilà. Et du coup, oui, cette deuxième partie de carrière, avec Fat City, qui est peut-être de ces films, celui qui a le plus l'odeur et l'allure d'un film du Nouvel Hollywood, avec effectivement oui. on peut penser à Macadam Cowboy, oui, bien et sûr. à ces portraits effectivement de personnages déclassés, dont l'intrigue est pas particulièrement construite ou riche, et ça, du coup, qui est un film qui va rejoindre Le Malin à ce titre-là, et sa deuxième partie de carrière est aussi avec des films de genre un peu décalés. Je pense au Piège, qui est un film où il y a aussi un espèce de faux rythme tout du long, des moments de contemplation un peu... Le Piège, oui, qui est un film pas aimé, alors que je l'ai revu. Je trouve ça très bien, Le Piège. Enfin, je comprends pas. Lui-même n'aime pas trop d'y regretter. Ils le font, je crois, juste après Judge Rubin, Jugé hors la loi. C'est ça, c'est à nouveau Newman. Et apparemment, tout le monde est très déçu par ce film, que je trouve tout à fait honorable. Donc c'est une histoire d'espionnage. Alors c'est pas pour moi son chef-d'œuvre d'espionnage qui est La lettre du Kremlin, mais The Macintosh Man, notamment parce que c'est tourné en Irlande, pas loin de chez Houston. C'est un film que je trouve assez touchant. Oui, puis il a un peu ces valeurs parfois métatextuelles de films de genre qui parlent d'autres choses, qui cette fois commencent vraiment à montrer leurs artifices et à faire en sorte que le spectateur se rende compte que ce qui est intéressant, c'est pas tant le MacGuffin que le parcours intime du personnage, sa quête individuelle avec résonance métaphysique si on est chez Boorman. La première partie en Irlande, quand il est dans la maison, qu'il est séquestré, qu'il est assommé, qu'il vit en autarcie. Toute cette partie-là, je la trouve fabuleuse. Il y a même des trucs assez beaux. Quand il est assommé, oui, on lui injecte une drogue, je sais plus, l'écran vire au rouge et il y a 2 secondes d'écran, les couleurs changent. Ça flirte 2 secondes avec ce qu'on appelle avant-garde ou expérimental. On voit que Huston s'amuse encore avec ses jeux de couleurs, sachant l'école de peinture à laquelle
Bon, il a étudié la peinture, c'était une école le mouvement s'appelle synchromisme, donc c'était une espèce de symphonie de couleurs, chromie, pas synchronisme, l'erreur est souvent faite, c'est synchromisme. Donc les jeux de couleurs et les variations de couleurs et le mouvement des mouvements de couleurs comme ça, c'est un aspect de son œuvre qu'on voit 2 secondes là dans ce film, mais qui m'amuse. C'est aussi une époque où, pour rester sur le thème un petit peu Nouvelle Hollywood, où il commence un film qui est terminé par Fleischer. Je crois, j'en ai pas parlé je sais pas exactement ce que l'un et l'autre ont fait, mais c'est The Last Run avec George C. Scott, qui est un très bon film noir, presque un néo-noir, j'ai envie de dire. Et du coup, pourquoi est-ce que dans le livre, vous avez choisi de vous consacrer autant dans la partie biographique sur sa jeunesse, alors que vous semblez être particulièrement attaché à la fin? Est-ce que vous auriez pas, est-ce que le livre aura une suite? Est-ce que vous n'aviez pas besoin de faire une étude sur la deuxième partie si vous la connaissiez mieux? Est-ce que c'était pour creuser ce que vous connaissiez pas? Comment est-ce que vous avez fait ce choix? Ça s'est fait un peu à l'instinct. J'ai commencé, moi voilà, pendant un mois, je me suis j'ai énormément lu, revu des films. Il me restait 2 mois pour l'écrire. J'ai cru pouvoir être surhumain et tenir et faire toute une biographie en 2 mois de Huston, mais au bout d'un mois et une semaine, je me suis rendu compte que j'y arriverais jamais. Il me fallu Beaucoup plus de temps. Voilà, 2 ou 3 mois de plus minimum. Donc je me suis dit, bon, c'est une contrainte, il faut faire avec. Est-ce que c'est si important de connaître toute la suite de la vie de Houston? Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les années de formation. Et on a tout dans les années de formation, hein. La boxe qui revient souvent, les chevaux. Il y a ce mythe qui traîne autour de Houston, comme quoi il aurait été lieutenant dans la cavalerie mexicaine. Alors, il s'est jamais battu dans l'armée mexicaine. Il a eu une charge, c'était un titre honoraire. C'était un lieutenant, un autre lieutenant qu'il aimait bien, qui lui avait donné ce titre pour qu'il puisse manger à l'œil et chevaucher autant qu'il voulait. Bref, les chevaux chez Houston, c'est très important. Évidemment, il y a les désaxés, mais il y a la fin de Quand la ville dort, où Sterling Hayden meurt au pied d'un cheval. On en voit souvent, très, très fréquemment, des chevaux chez Houston. Il y a la chasse à courre, je crois, dans le dernier de la liste. Bref, ça, la peinture... Tout... Oui, vous brassez un peu tous les thèmes importants de son personnage. Avant ses 17 ans, avant ses 17, 20 ans, on a à peu près tout ce qui va nourrir son œuvre. Donc, d'une certaine manière, j'avais déjà tout ce qui me fallait. Et le truc qui m'intéressait le plus, c'était la couleur parce que je savais pas ça. Autant les chevaux, je savais, enfin, la légende sur les chevaux, je savais, le goût de la mort avec la roulette russe, le fait qu'il jouait pas la roulette russe, la roulette mexicaine. La roulette mexicaine, c'est vous prenez un flingue chargé, vous rentrez dans une pièce avec autant de personnes que possible, vous éteignez la lumière, vous jetez le flingue au plafond. En retombant, il tire et vous rallumez la lumière pour voir qu'il est mort. Donc il s'amusait à jouer à ça, Houston, quand il était au Mexique. Donc cette espèce c'est quand même un truc particulier, qui doit marquer en effet. Voilà. Et c'est vrai qu'on a ce qui est fascinant avec Houston, c'est qu'on peut en parler bientôt. Là, ça va bientôt faire 1 heure. On peut en parler longtemps et il y a toujours des chefs-d'œuvre dont on a pas parlé. Donc moi, j'ai pas à faire de suite. Asphalt Jungle et des accès, on n'a pas le temps de s'apesantir dessus. Mais vu que vous avez fait le choix pour brosser ce portrait, on va dire presque impressionniste de Houston, de mettre de côté certains des éléments précis de sa vie, vous avez l'air quand même d'avoir fait des recherches approfondies. Quels sont les ouvrages que vous avez consultés et que quelqu'un que votre livre aura appâté pourrait lire s'il voulait avoir ce profil complet? Alors avant tout, il y a les mémoires de Houston, mais je suis obligé de conseiller l'édition. Ça a été traduit en français, mais ça a vraiment été tronqué. Il y a tout le chapitre sur la chasse aux sorcières qui a disparu, ce qui est vraiment triste. Enfin, ça a été taillé de partout. Donc c'est pour le lecteur anglophone, je peux que conseiller les mémoires de Houston en anglais. Il y a un très bon livre sur Houston, les Houston, Walter, Danny, Angelica, qui s'appelle The Houstons. Pareil, c'est en anglais. En France, on a une grosse monographie de Patrick Brion, et on a donc un essai que je citais tout à l'heure que j'aime vraiment beaucoup, qui est le John Huston de Robert Benayoun.
Voilà. Donc, priorité, on va dire, travailler votre anglais si vous voulez Voilà, améliorer votre parce que connaissance sa du bio est personnage. vraiment et c'est très bien. C'est un écrivain à l'origine. Ça se lit très très bien. C'est très On un pourrait très peut-être bon livre. recommander à votre éditeur de Oui, chercher je dirais à à Marest retraduire sa biographie. de récupérer les droits. Il est un peu radin. Enfin bon, on verra bien. Et pour terminer, est-ce qu'on pourrait peut-être évoquer justement, comme l'un des sujets focus de DVD classique, c'est l'univers du support physique, les éditions vidéo. Huston est un cinéaste qui a produit beaucoup de films, donc il y a beaucoup d'éditions vidéo, mais il y a aussi beaucoup de manques. Est-ce qu'il y a parmi les nombreux films qu'il a réalisés et ceux qui n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement de faveur par des éditeurs français. Est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez particulièrement voir revenir dans les bacs? Oui, c'est ce film que Houston n'aimait pas trop, mais que j'aime beaucoup. L'amour n'est pas en jeu. This Our Life, qui est donc son deuxième film. Rien que le casting de Betty Davis et Olivia de Havilland. Non, c'est vraiment un film à redécouvrir. C'est un film très émouvant. Enfin, c'est un film assez important, je crois. Et alors, comment vous avez pu le voir Eh bien, vous avez écumé les internets? Voilà. Bah oui, il y a hélas des films qui sont jamais sortis. Il y a Sinful Davy. Alors là, celui-là, la copie que j'ai trouvée était vraiment très mauvaise. J'ai pas une très bonne oreille. J'entendais rien. Mes regrets, c'est de pas avoir pu vraiment voir. J'ai vu un peu comme un sourd. Sinful Davy, c'est Davy des Grands Chemins. Davy des Grands Chemins, sorti en 1969, effectivement, qui n'existe ni en DVD voilà, ni dans autre format. Il y a rien. De toute façon, il faut ressortir tout Houston. Je me réjouis dans mes trouvailles. Je me réjouis de l'édition que j'ai et que vous avez aussi de Reflet dans un œil d'or, qui propose la version dorée de ce film magnifique, qui est un des plus beaux Houston. Donc, pour celles qui ne savent pas, il existe deux versions du film, une en Technicolor et une dorée. S'il faut voir la version dorée, c'est celle que Houston voulait. Et c'est important, voilà. Oui, c'est un cinéaste qui a fait il y a des films étonnamment qui sont parmi ses succès, qui ont droit à des éditions de prestige. Et je pense en l'occurrence à un film qui n'est pas très connu en France, mais qui aux États-Unis est ressorti récemment en 4K, qui est le Annie, qu'il a réalisé en 1982. Oui. Et Annie, du coup, qui est très apprécié du cœur des Américains. Oui, et c'est amusant parce que j'avais jamais vu. Je me suis rendu compte que Jay-Z, dans une chanson qui s'appelait It's a Hard Knock Life, une chanson que j'écoutais énormément quand j'étais gamin, avait samplé des chœurs d'Annie, le film. C'est une très très belle comédie musicale qui a été ignorée à sa sortie. Je crois qu'il y a que Alain Masson qui l'a défendu en France. Et c'est un film vraiment très très étonnant, et c'est un très bon Houston. Et puis, il y a les derniers films, L'honneur des Prizzi, qui était un succès pourtant en salle à son époque, une espèce de parodie des Parrains, pareil, qu'on n'a pas c'est très bien, trouvé vraiment c'est très en bien. France. Avec Nicholson et Angelica Houston, c'est un très bon film de mafia. Pardon. Oui, c'est vraiment dommage qu'il n'existe pas, mais il y a Nicholson quand même. C'est étonnant. Et parmi les films que vous avez cités, en tout cas qui ont compté pour vous, en tout cas on a de belles éditions accessibles pour Le Malin, qui a été ressorti par Carlotta dans un Blu-ray de très belle facture, et de même Fat City, qui était ressorti en son temps chez Wildside dans leur très beau coffret collector assorti d'un livre. Donc ces films-là ont été bien traités. Et en tout cas, pour découvrir plus avant la personnalité et l'œuvre de Huston, c'est au livre de Julius Epstein que je vous renvoie. Donc Apportez-moi la tête de Jane Austen, qui sort le 5 juin, donc chez Marest Édition. Voilà, est-ce que vous voulez ajouter un mot, Julius? Non, à part qu'ils vont en plus ressortir. Donc il y a plusieurs Houston qui vont ressortir en salle cet été. Ouais, tout à fait. Voilà, à ne pas rater sur les écrans. Voilà, un film qui a été qui est vraiment à redécouvrir, Moulin Rouge, qui est vraiment un super film qui ressort toute fin juillet en salle. Faut vraiment aller le voir, c'est un très grand film. Très bien, il est venu le temps de vous remercier, Julius. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé. Et puis, je vous dis à vous, auditeurs de DVD Classique, à bientôt.